Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver ce soir à côté de ma collègue, la ministre d'État, ministre de la Justice, Madame Rose Mutombo-Kyese. Il vous souviendra qu'à notre dernier échange, nous avions le ministre des Droits humains, mais pour des raisons d'agenda liées à l'emploi du temps de Madame la ministre d'État, elle n'a pas pu nous rejoindre. Donc aujourd'hui, nous venons pour faire cet exercice. Comme vous le savez, la redevabilité est une exigence dans le gouvernement du Premier ministre Essa Malukonde. Lui-même a donné le ton dans le cadre de son jour, vous l'avez suivi. Et nous, donc, les différents membres du gouvernement, nous sommes astreints à cet exercice. L'exercice d'aujourd'hui va porter, entre autres, sur la restitution du voyage que nous avions fait il y a quelques jours, donc du mardi du samedi au mardi dernier, dans les provinces sous état de siège, principalement à Bunia et à Beni. Le Premier ministre a conduit une forte délégation avec 9 membres du gouvernement. Et dans ces délégations, il y avait d'abord la ministre d'État, ministre de la Justice, le ministre d'État, ministre du Budget, ministre de Solidarité et Affaires humanitaires, ministre des Femmes, du Genre, vice-ministre de l'Intérieur, vice-ministre des Affaires étrangères, ministre de la Communication. La mission a été plurielle parce que, parallèlement aux activités que le Premier ministre tenait lui-même en tant que chef du gouvernement, la ministre d'État et les autres membres du gouvernement tenaient des activités liées à leur secteur respectif. Parce que vous vous souviendrez que dans l'un des comptes rendus du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, avait recommandé à tous les ministres dans leur secteur respectif de prioriser les provinces sous état de siège qui nécessitent un suivi étroit sur les différentes questions. Parce que vous savez que la question de l'état de siège requiert des solutions transversales. Dans cette mission du Premier ministre, il y avait un focus qui a été consacré d'abord à l'écoute, notamment des députés provinciaux, parce qu'il y avait beaucoup des choses qui se disaient de ce côté-là. Vous avez vu qu'au niveau de Beni, nous avons rencontré la société civile, notamment les jeunes de la lutte pour le changement de la Lucha, pour avoir des discussions et recueillir les différentes opinions. Pour nous, le gouvernement, l'état de siège ne pourra réussir que suivant le triptyque opération militaire, sensibilisation de la population et démobilisation. Et du point de vue de la démobilisation, vous avez vu que le nouveau dirigeant a été mis en place et que bientôt, au retour du président de la République, il y aura la première réunion du comité de pilotage qui permettra de commencer le travail effectif qui est attendu sur terrain. Et puis, évidemment, je pourrais répondre à quelques questions d'actualité, nous n'y sommes pas encore. Je voudrais donc respectueusement passer la parole à la ministre de la Justice, ministre d'État, qui fait l'honneur de venir sur ces plateaux ce soir pour nous parler de l'administration de la justice dans les provinces sous état de siège. Il y avait beaucoup d'inquiétudes au départ sur les droits humains, sur la justice. Comme nous n'avons rien à cacher, comme nous reconnaissons que les défis sont énormes, comme nous sommes à l'écoute, aujourd'hui, Madame la ministre est là pour vous faire le point de ce que nous avons pu faire durant ces 3 ou 4 premiers mois de l'état de siège. Madame la ministre d'État, vous avez la parole. Merci, chers collègues. Bonsoir à tout le monde. On est là pour évaluer l'état de siège dans mon secteur. Mais avant d'évaluer l'état de siège dans mon secteur, il faut qu'on voie d'abord quel était l'état des lieux qui a poussé le président de la République, chef de l'État, à décréter, à proclamer cet état de siège. Vous vous souviendrez que la partie est de la RDC, notamment les 2 provinces qui sont mises sous l'état de siège, ont connu des guerres plus de 2 décennies. On a essayé de mettre toutes les stratégies possibles, ça n'a pas marché. C'est ce qui a poussé le président de la République à proclamer l'état de siège le 3 mai 2021 et ainsi à prendre aussi les mesures pour la mise en œuvre de cet état de siège. Et je vous assure, il y avait beaucoup de défis à relever sur terrain. Et suite aux mesures d'application qui étaient prises, c'était tout à fait normal que la justice telle que rendue
d'une manière classique, soit porte une autre image en s'adaptant à l'état de siège. C'est ainsi, quand vous regardez l'ordonnance de mise en œuvre de l'état de siège, en son article 6, on a demandé à ce que toutes les juridictions de droit commun puissent être désintéressées par les dossiers ayant trait aux infractions pénaux. Et cela, je vous assure, n'a créé de confusion dans les têtes des opérateurs judiciaires. Nous avons remarqué que la justice telle qu'elle était rendue, tout s'était stoppé au niveau de l'état de siège de ces deux provinces. Les juridictions de droit commun n'ont pas fonctionné pendant un certain temps. Ce qui nous a poussé, après avoir écouté les préoccupations soulevées par les opérateurs judiciaires, à convoquer une réunion urgente, une journée de réflexion qui a mis en place le premier président de la Cour d'appel de l'Ituri et son procureur général, ainsi que le bâtonnier de l'Ituri. Et nous avons aussi fait venir le procureur général et le premier président de la Cour d'appel du Nord Kivu et le bâtonnier. À cela, on a associé le Conseil supérieur de la magistrature militaire, c'est-à-dire la Cour et le parquet, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir comment relever les défis qu'on a rencontrés sur terrain. Suite à cette réunion de réflexion, j'ai eu à prendre une circulaire qui a demandé aux différentes juridictions d'être opérationnelles, notamment les juridictions des droits communs. Et pour cela, il fallait, à travers la mission du chef de gouvernement, le Premier ministre, Sama Lukonde, aller descendre sur terrain pour voir si réellement la circulaire que j'avais prise était fonctionnelle. Et nous avons évalué cela à travers cette mission, et peut-être à la suite on pourra échanger sur les constats que nous avons eu à trouver au niveau de l'Ituri, c'est-à-dire à Bunia et à Beni, où nous nous sommes rendus avec toute la délégation. Voilà, voilà en termes de mots introductifs de la ministre d'État, ministre de la Justice. Et donc vous allez comprendre que le président de la République a séjourné dans la région pendant 3 semaines. Il s'était installé comme il avait promis. Le Premier ministre s'y est rendu. Nous avons entendu quelques critiques de gens qui disent qu'ils vont toujours à l'Est, mais il faut comprendre que la sensibilité de la question requiert une prise en charge étroite et on ne peut pas reprocher au gouvernement de le faire parce que nous allons le faire pour toutes les autres provinces. Et d'ailleurs, je crois que dans le prochain jour, demain ou après-demain, nous aurons un briefing avec la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui va nous faire l'état de lieu de la situation à Chikapa, après qu'elle n'ait eu à y séjourner, avec une délégation d'experts. À présent, Madame la ministre, nous allons prendre la série des questions des journalistes pour nous permettre de donner quelques points et éclairer la lanterne de l'opinion qui nous suit ce soir. Innocent Lenga. Merci beaucoup pour la parole. Madame la ministre, la justice n'est pas seulement à l'Est, c'est sur toute l'étendue de la RDC. Quelle est la politique du gouvernement en ce qui concerne les désengorgements des prisons? Parce qu'elles sont pleines partout. Avez-vous un plan de construction de nouvelles prisons? Si oui, par où allez-vous commencer? En venant ici, lorsque je disais aux amis que je venais au point de presse à la RTNC, convoqué par le ministre des Médias et des Communications et Médias, quelqu'un m'a chargé de vous demander que fait Daniel Massaro, neveu de Caméré, en prison 1 année sans jugement.
et au ministre de la Communication et Médias. On peut faire un effort pour rester sur le sujet. C'est des questions d'actualité auxquelles on peut répondre, mais le principe, c'est que nous voulons faire un focus sur l'état de siège. L'idéal serait d'y rester. Mais allez-y, posez votre question. Au ministre de la Communication et Médias, la grève à la RTNC, est-ce que vous avez désamorcé la bombe? Merci. Excellence. Quelle est la politique du gouvernement pour le désengorgement? Je vous assure, la politique carcérale de la RDC est basée sur des infrastructures datant de l'époque coloniale. Et que pendant cette période, la capacité actuelle des différents détenus ou prévenus qui sont dans ces prisons-là est largement dépassée. Au niveau du gouvernement, parmi le programme de mon ministère, nous envisageons la reconstruction des nouvelles prisons. C'est dans le programme du gouvernement, d'ailleurs dans ce budget qui vient d'être travaillé, il y a volet budget d'investissement où nous allons nous impliquer pour la reconstruction des nouvelles prisons. Deuxième chose, il y a des partenaires qui nous accompagnent. Et de là, nous avons certaines prisons qui sont déjà construites. Je crois que vous avez eu à voir la prison de Luzumu. C'est une nouvelle prison modernisée avec les normes internationales qui va permettre à ce que l'image de la prison puisse changer dans le mental de tous les Congolais. Et la spécificité de cette prison, c'est le fait qu'on a le volet réinsertion, on a le volet agro-pastoral et on aide les différents détenus qui sont là-bas, puisque ceux qui sont là-bas sont censés passer les jours de leur condamnation. Ce sont ceux qui sont condamnés définitivement, qui n'ont plus de voie de recours. Et ces prisonniers-là, on va leur permettre à ce qu'ils vivent dans des conditions telles qu'ils puissent apporter un plus au pays et encore un plus au niveau de leur institution pénitentiaire. Et pour pouvoir désengorger, il faut effectivement avoir des prisons qui ont la capacité de contenir les différentes personnes qui doivent être là. C'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui, mais nous sommes déterminés au niveau du gouvernement à améliorer les conditions des prisonniers actuellement. La preuve, si vous allez aujourd'hui au niveau de Makala, qui est une prison que tout le monde peut fréquenter, vous allez remarquer qu'il y a un changement réel depuis que nous sommes à la tête de ce ministère-là, notamment par rapport à l'alimentation, par rapport aux soins médicaux. Et je suis persuadé, si on doit continuer sur cet élan-là, l'image de la prison va changer. Mais soyez-en sûrs, on s'y applique, on est conscient que les gens doivent vivre d'une manière normale dans les lieux de détention. Et je vous informe d'ailleurs, on est en pleine réforme du secteur pénitentiaire et que d'ici là, il y aura des nouvelles lois qui seront appropriées pour que ce secteur-là soit effectivement plus humain, plus compétitif et plus respectueux des normes internationales à la matière. À la deuxième question de Daniel Massaro, il faut reconnaître qu'on est dans un régime de séparation de pouvoir. Et que moi, en tant que ministre de la Justice, je ne m'occupe que de la politique de la justice nationale. Et que je suppose, du fait qu'il est là-bas, il y a un dossier judiciaire qui l'a amené là-bas, et les procédures, l'administration de la justice peut prendre le temps que ça peut prendre, mais dire qu'on ne l'a jamais jugé, on ne l'a jamais entendu, ça, je vais m'informer auprès de ceux qui sont censés rendre cette administration, cette justice au quotidien. Voilà, merci Madame la Ministre d'État. Sur la question de la RTNC, la grève est un droit garanti pour tout le monde et lorsqu'il y a des frustrations, les gens ont le droit de s'exprimer.
Et nous avons vu cette grève s'est déclenchée pendant que nous étions à Béni avec le Premier ministre. Et dès notre arrivée, nous nous sommes attelés à écouter à la fois la direction générale, les directeurs, les syndicalistes et parler aux employés. C'est clair qu'il existe un malaise au niveau de la télévision nationale, il faut le reconnaître. Mais cette grève nous donne aussi l'opportunité, parce que nous avons une vision globale de modernisation des médias publics qui est bien coulée dans le programme du gouvernement, nous donne aussi une idée de l'ampleur du défi que nous avons. D'abord, par rapport au management de la chaîne en elle-même, par rapport au personnel et par rapport surtout au contenu et au service qui doit être rendu. Les différentes préoccupations ont été portées au niveau du gouvernement et je crois que des décisions pourront suivre, mais cela dépend du temps de l'appréciation. Mais sur toutes les préoccupations, elles ne sont pas nouvelles. C'est des préoccupations qui sont connues, c'est des questions liées à la mise à la retraite, parce qu'il y a un fort personnel qui est éligible à la retraite ici, parce qu'il y a la question des cotisations, il faut notamment voir, parce que quand les gens vont en retraite, il faut s'assurer qu'ils aient des moyens de survie, quelle est la quote-part de l'entreprise, quelle est la contribution de travailleurs. Il y a la question de la redevance. La question de la redevance, parce qu'il faut que les gens aient à l'esprit que la RTNC est un établissement public qui est sous tutelle du ministère, mais c'est un établissement public qui doit se suffire du fait notamment de la loi sur la redevance. Et aujourd'hui, il se pose un problème parce que cette loi, depuis qu'elle est adoptée, elle ne donne pas vraiment le résultat. Ça veut dire que les gens ne payent pas ou que nous-mêmes, on ne fait pas assez de communication à ces sujets. Et donc, le Premier ministre nous avait déjà donné des orientations à ces sujets et c'est pour ça que j'ai demandé à l'inspecteur général de finances d'enquêter sur la gestion de la RTNC. C'est une enquête qui est en cours et je crois que cette semaine, je pourrai recevoir les premières conclusions parce qu'il ne suffit pas simplement de demander de l'argent pour ce qui concerne la redevance, mais il suffit aussi de voir comment la machine est gérée. La RTNC doit générer des fonds, normalement, des bénéfices, mais je ne suis pas sûr que le chiffre que nous avons vu à notre arrivée sont des chiffres qui reflètent ce que nous voyons à la télé. Et donc, c'est pour ça que nous avons demandé cette enquête de l'inspection générale des finances qui va nous permettre d'avoir les tableaux de comment la boîte a fonctionné pour nous permettre de faire des retouches. Mais entre-temps, il y a eu malheureusement le décès du directeur général Ernest Kabila qui a été remplacé par son intérimaire. Et avec l'intérimaire, nous avons commencé à poursuivre le programme qu'on avait commencé parce qu'il faut moderniser cette chaîne. Il y a eu le processus du nouveau logo qui a été finalisé. Aujourd'hui, nous attendons de l'implémenter. Et il y a eu cette situation qui est arrivée avec les grévistes qui ont soulevé des questions liées au climat du travail parce qu'il est malsain. Et de ces points de vue, nous y travaillons. Je crois que des décisions seront prises. Mais ici, et je vais terminer par là, je crois qu'il est important pour tous ceux qui travaillent à la RTNC de savoir que c'est eux qui doivent nous former. C'est eux qui doivent nous informer. C'est eux qui doivent nous divertir. Et donc, même s'il y a des frustrations, même s'il y a des colères, il faut toujours penser aussi à ceux-là. Parce que lorsque nous allons lancer les processus pour la redevance, on va demander aux Congolais, je ne sais pas combien d'entre vous dans cette salle sont prêts à payer chaque jour $1 ou chaque année $1 pour la télévision nationale. Je ne sais pas si les gens vont payer, j'espère que vous payerez, innocent. Et donc, au terme de ces processus, on verra comment ça va fonctionner. Et sur ces sujets, je voudrais rappeler que pour nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de notre gouvernement, c'est la transparence. Il y a 2-3 semaines, nous avons restitué à peu près $150 000 au Trésor public des journalistes qui devraient aller en mission au Japon, mais qui n'ont pas eu de visa. Cet argent a été restitué. Et certains qui avaient touché cet argent, qu'ils n'ont pas rendu, je crois qu'ils ont reçu des questions des inspecteurs. L'idée ici, c'est de se dire que tout ce qui concerne le public, tout ce qui concerne l'État, par qui qu'il soit, il doit être respecté. Et pour ce qui concerne la RTNC, nous ferons un peu plus d'efforts parce que nous allons, le président de la République, le gouvernement, compte injecter beaucoup de moyens parce que ça va nous permettre de relier tous les pays. Il faut que ceux qui bénéficieront de ce moyen en termes d'outils de travail se mettent au diapason des objectifs qui sont les nôtres. Mais c'est un travail commun qui se fera avec les journalistes. Je m'excuse, Madame la ministre d'État, pour cette question qui n'était pas dans le sujet. Prochaine question, Benoît Yemba.
Excellence, moi, deux petites questions d'actualité, bien sûr. Excellence, on a vu à la télé, la police a mis la main au dealer de drogue appelé Bombay. Et nous savons tous comment est-ce que d'autres pays traitent de dealers de drogue. La question est celle de savoir qu'est-ce que le ministère de la Justice prépare, par exemple. Est-ce qu'ils vont les expulser ou qu'est-ce qu'ils vont faire de ces, surtout les étrangers? Deuxième question. Comment est-ce que le ministère de la Justice justifie les poursuites du sénateur Matata Ampogno concernant Les poursuites de qui? Les poursuites du sénateur Matata Ampogno sur le dossier Bukangalozo, parce que le Sénat a refusé de lever les immunités. Merci. Je voudrais qu'on se comprenne que chaque institution a ses attributions. On a arrêté, c'est vrai, les étrangers qui vendaient de la drogue Bombay. Il y a l'immigration qui est là. Il y a les affaires étrangères. Nous, en tant que ministère de la Justice, on fait le suivi de l'application des lois qui sont prévues dans des conditions pareilles. Ce n'est pas le ministère de la Justice qui va donner des instructions pour que les services de l'immigration puissent expulser les étrangers qui ont été pris main dans la main. Ça, c'est un. De deux, c'est tout à fait normal. Ce qu'ils ont commis, ils ont commis des infractions qui sont condamnables par notre loi. C'est à la justice, c'est-à-dire aux magistrats, le pouvoir judiciaire, de jouer leur rôle. Mais moi, en tant que ministère de tutelle, je veux faire le suivi pour que la loi soit respectée dans toutes ces dispositions. Et que nous attendons, on vient de les arrêter effectivement par la police. Sûrement, ils seront transférés devant les cours et tribunaux. Et s'il faut les expulser, on va les expulser selon les lois du pays. Par rapport au dossier Matata Ampogno, il s'est rendu, à ce que je sache, au niveau de la cour, du parquet près de la Cour constitutionnelle. Effectivement, on l'a entendu. Et je sais qu'on l'a entendu une deuxième fois, en dehors du dossier de la zarianisation. Il y a eu un deuxième dossier, maintenant sur Bukangalozo. Et que, étant là devant le magistrat, on l'a entendu. Voyons voir la procédure. On n'a pas encore, c'est encore au niveau préjuridictionnel. Je ne connais pas les détails, ce n'est pas ça le rôle, moi, en tant que ministre de la Justice. J'attends à ce que, si les enquêtes se terminent, si le dossier est fixé, que je sois informé du détail de ces dossiers-là. Au niveau du magistrat de parquet, j'ai du mal à suivre les différents détails si c'est encore en instruction. Je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui l'état de ce dossier au niveau du parquet général pré-cour constitutionnelle. Je sais que c'est un dossier qui est instruit. En tant que ministre de la Justice, je n'ai pas d'injonction à donner là-dessus. Je laisse la justice, le pouvoir judiciaire faire son travail et j'attends les conclusions de ce travail, de cette procédure qui a déjà commencé. Voilà, on va prendre la prochaine question. Est-ce qu'on peut rester sur le sujet état de siège, parce que c'est l'objet principal. Si vous voulez d'autres questions sur le secteur de la justice, la ministre d'État se mettra à disposition. Nous voulons faire la restitution de ce qui s'est passé là-bas. Faisons un effort pour rester dans le sujet. Les questions d'actualité, on peut y répondre, mais ce n'est pas le sujet principal. Madame Laurette Mandala. Merci, Excellence. Oui, à la ministre de la Justice. Ma première question, c'est par rapport aux conditions carcérales. Hein. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. Alors, moi, je rentre dans le cadre de l'état de siège. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez fait pour améliorer les conditions carcérales dans les provinces sous l'état de siège, à savoir au Nord Kivu et en Ituri, parce que nous apprenons que les prisonniers ont des problèmes pour se nourrir. Nous apprenons qu'ils sont entassés
dans des prisons, dans leurs cellules. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous venez de l'Est du pays. Et une autre question, madame, qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui continuent à dire, à appuyer, à confirmer que notre justice n'est pas indépendante, que notre justice est sélective? Qu'est-ce que vous répondez à cette question-là? Et ils vont jusqu'à dire qu'il faut arrêter la chasse à la sorcière. Et monsieur le ministre de la Communication, c'est une question qui revient souvent, me permettez-nous de revenir sur cette question, mais qu'est-ce qui explique que malgré les prolongations de l'état de siège, l'on continue à déplorer les morts dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri? Il y a un député provincial, on vient de me le dire tantôt, qui a parlé, qui a compté, il paraîtrait qu'on parle de 660 décès malgré l'état de siège. Vous venez d'un voyage avec le gouvernement. Moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez vu sur place? Qu'est-ce que vous avez entendu? Dites-nous les changements que vous avez vus, ce que vous avez entendu, monsieur le ministre. Merci. Merci. Merci beaucoup, madame Mandala. Par rapport aux conditions carcérales, je venais de dire tout à l'heure là que nos prisons datent de l'époque coloniale et qu'aujourd'hui, il y a surpopulation, c'est une réalité. Ça ne commence pas avec ce gouvernement qui a pris les choses en main depuis 4 mois. Et nous nous y attelons pour qu'on puisse changer cette image-là, je venais de le dire. Par rapport à l'alimentation, je crois que si vous descendez sur terrain, moi j'étais à Bunia, j'ai trouvé des stocks et des stocks de la nourriture et des médicaments. Effectivement, avec notre gouvernement, j'ai fait attention à tout ce volet-là et qu'aujourd'hui, tous les 3 trimestres, les différentes prisons sont approvisionnées et qu'il n'y a plus de problème de manger. Par rapport à la surpopulation, je suis d'accord avec vous. Il faut délocaliser, il faut construire des prisons. En principe, dans la vision du gouvernement, nous devrions construire à peu près 21 prisons pour délocaliser et pour désengorger. Mais c'est un processus. Il y a quelques prisons qui sont en construction. Ça pourra peut-être alléger la surpopulation carcérale. On est conscient de cela, mais on s'y attelle. Ce n'est pas en 3 mois ou 4 mois qu'on va construire Rome, comme on l'a dit. On est conscient de ça et je vous assure, posez-moi la même question en une année si Dieu nous prête encore vie au sein du gouvernement. Je pourrais vous donner des statistiques exactes. Merci. Il y avait l'autre volet de la question sur l'indépendance de la justice. Sur l'indépendance de la justice, moi je crois, vous me posez des questions sur le pouvoir judiciaire, je vous dis que je suis politique et que je regarde la politique du pays. Moi je crois, il faut que les gens acceptent qu'il y a un changement dans ce pays. Une justice à double vitesse, je ne sais pas. Le petit peuple, vous ne le connaissez pas. Mais quand on poursuit les grands, entre guillemets, tout le monde élève la voix. Finalement, on doit se demander que veut la population congolaise. On doit commencer quelque part. Je vous assure, la justice est rendue dans ce pays. Avant, il y a des choses qu'on ne voyait même pas. Mais aujourd'hui, soyez-en sûrs quand même, acceptez qu'il y a un changement. C'est vrai, le mal est profond, mais il faut du temps pour voir vraiment la lumière de ce qu'on veut et de ce qu'on entend de notre justice. Je vous dis, petit à petit, l'oiseau fait son nid et on aura un langage changé dans quelques années et vous direz qu'effectivement, la justice est rendue dans ce pays. Petit à petit, on ne peut pas tout changer en une fois. Je suis d'accord avec vous. Mais acceptez quand même qu'il y a un changement déjà, une lueur de changement par rapport à l'administration de la justice de notre pays. Voilà, sur la question par rapport aux morts et l'état de siège, je veux répéter ce que nous vous avons déjà dit. Cette situation d'insécurité dure plus de 20 ans. Des morts, nous en comptons presque chaque jour. Et d'ailleurs, cette comptabilité macabre à laquelle s'affairent certaines officines, ça nous rend encore plus tristes. Lorsque nous étions à Beni et à Bunia, le Premier ministre, avec toute la délégation, a tenu particulièrement à aller voir les militaires.
nous en avions vu d'une bonne dizaine blessés, cassés, amputés. Tout ça, ça donne... ils ont perdu des camarades. On ne parle même pas de mort de ce côté-là parfois. Mais c'est une situation que nous n'avons pas créée. C'est une situation que nous avons trouvée. Et c'est une situation que nous voulons résoudre. Nous n'avons jamais dit ici que l'état de siège, dès qu'on le proclame, les tueries s'arrêtent. Parce que nous faisons face à du terrorisme. J'ai regardé encore, je lisais ce matin actualité.cd où le directeur du CICR dit qu'on s'attaque même à des hôpitaux. Donc, lorsque nous disons que nous devons ici apporter une thérapie de choc, c'est y compris pour mettre fin à cette forme de barbarie. Et ces barbares, lorsqu'ils sont poussés, lorsqu'ils sont acculés, ils s'en prennent à la population, parce que la population, elle est partout. Les terroristes, quand ils viennent frapper, ils n'annoncent pas. Et parce qu'il y a des structures qui tirent profit de cette situation difficile que notre pays connaît, parce que ça permet à certains d'exister et de continuer à faire cette comptabilité macabre. Ici, je dois rappeler que ce n'est pas l'état de siège qui est à la base de l'insécurité ou des morts. Ce sont les groupes armés, les groupes terroristes qui sont à la base de ces morts. Et nous, en tant qu'État, nous venons pour arrêter cette situation. Nous avons eu des discussions avec nos militaires qui sont engagés, que ce soit dans le Nord Kivu, que ce soit en Ituri, et des instructions du président de la République ont été données. Les moyens logistiques et tout ce qu'il faut ont été donnés. Vous avez vu, j'en ai parlé ici, que nous avons reçu une délégation de forces spéciales américaines. Encore hier, j'ai discuté avec la délégation du Congrès à ces propos, parce que la menace terroriste à laquelle nous faisons face requiert une mobilisation plus grande au plan international autour de notre armée, parce que c'est notre armée qui fera la guerre. Et donc ici, pour nous, il y a 3 solutions. Les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Aujourd'hui, les gens veulent se focaliser sur cet aspect des morts qui nous touche, qui nous fait mal. Mais regardez aussi de l'autre côté. On a à peu près à 4000 démobilisés aujourd'hui. Parce que nous avons des groupes armés étrangers, ADF, des terroristes. Nous avons des groupes étrangers, des groupes armés locaux. C'est nos compatriotes qui se sont égarés. À ceux-là, il faut donner une possibilité de reddition. Et ils s'y rendent. Et ils seront remis dans la vie civile grâce au processus de DDR. Donc ici, pour nous, notre détermination reste ferme. Et parce que nous n'avons rien à cacher, vous avez vu, Madame la ministre d'État l'a dit ici, l'état de siège est passé sur plusieurs filtres. Elle a été à l'Assemblée nationale, comme le haut commandement militaire, comme le ministre de la Défense, comme le ministre de l'Intérieur, du budget des finances. Par le passé, c'est des choses que nous ne voyons pas ici. On vous donne les chiffres de comment le gouvernement s'est engagé pour financer les opérations militaires. Et donc, pour nous, il est important que toute la communauté s'unisse pour que nous puissions mettre fin une fois pour toutes à cette situation qui endeuille nos familles depuis plusieurs années. Tite Lyongi. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Madame Mutombo, c'est vrai que celle qu'on a connue dans des mouvements associatifs, apparemment, j'ai du mal à vous retrouver, surtout dans votre manière de répondre. Mon intervention va s'articuler en 2 termes. Le ministre a dit qu'il n'est pas important pour nous de sortir dans les cadres. Je crois qu'on va rester là. Madame, votre collègue qui endeuille nos familles depuis plusieurs années. Tite Lyongi. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Madame Mutombo, c'est vrai que celle qu'on a connue dans des mouvements associatifs, apparemment, j'ai du mal à vous retrouver, surtout dans votre manière de répondre. Mon intervention va s'articuler en 2 termes. Le ministre a dit qu'il n'est pas important pour nous de sortir dans les cadres. Je crois qu'on va rester là. Madame, votre collègue venait de passer, sûrement vous également, dans des provinces à problème. La situation carcérale des enfants, comme vous savez, ce sont des enfants qui bénéficient d'un traitement spécial. Les enfants sont emprisonnés avec les adultes. Et le rapport, si je ne m'abuse pas, c'est déjà sur votre table. Comment le gouvernement compte
placer ces enfants dans leur situation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, j'ai la tendance de constater que Madame la ministre ne veut pas comprendre que, au-delà de l'administration pénale, il y a également la politique pénale, où l'exécutif congolais, et c'est vous qui êtes pratiquement le pilier par excellence. Les chefs de l'État a crié plusieurs fois, on était en face par de procès bidons, et le ministère public, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Mais la politique pénale dont vous incarnez, vous ne faites aucun effort pour aider la population de vivre une justice distributive. Par cette question, madame, il y a une loi qui est en gestation appelée la loi Sakata Eminako, selon vous. Ne voyez-vous pas que c'est un moyen par excellence pour que le ministre, la ministre de la Justice puisse légèrement, non pas interférer, mais comprendre que nous ne puissions pas descendre dans le monde de la République des juges. Voilà, madame, ma petite frustration. Il faut qu'on dépassionne le débat. Je crois que ce sont des échanges que nous faisons ici. Dire que vous ne me reconnaissez pas, je doute fort. Je vois beaucoup de visages qui m'ont accompagné dans la société civile. J'ai toujours été la même. Même quand j'étais dans la société civile, c'était les droits de la femme. Merci, Élisée Odia. C'était les droits de la femme et ce n'était pas pour incriminer le gouvernement. On réclamait nos droits qui sont reconnus par la loi et les textes ratifiés. Par rapport à la justice, j'ai répété plus d'une fois que la surpopulation carcérale, on est conscient. On est consciente en tant que ministre de la Justice et garde des Sceaux. Mais pour résoudre ce problème-là, il faut reconstruire. Ça, c'est un. Je doute fort quand vous dites qu'on a mélangé. Moi, j'ai visité la prison de Bunia. Il y a un endroit où il y a les enfants en conflit avec la loi. Il y a un endroit où les femmes sont internées. Il y a un endroit où les hommes sont là, les images sont là. Quand vous affirmez ça, vous avez vu ça où? Nous sommes au Bas-Congo et le ministre... Non, il y a, écoutez, ce n'est pas le dialogue, vous avez déjà posé la question. Moi, je suis en train de répondre. On est conscient de cela. Déjà, le fait qu'on a des compartiments pour les différentes personnes qui sont internées, c'est déjà quelque chose de bon. Mais je ne cesse de vous dire, l'idéal, c'est de reconstruire. Reconstruire cette situation, ce n'est pas nous qui l'avons provoquée. C'est la continuité des services publics. On est en train d'y aller petit à petit. Je vous ai dit, posez-moi la question en une année. Pourquoi les gens sont pressés? Je suis conscient de cela. Si on doit organiser un autre débriefing dans une année, posez-moi la question, est-ce qu'à Makala, les femmes sont toujours là? Est-ce que dans telle prison, les femmes sont mélangées avec les enfants? Je vous informe. On est en train de réhabiliter Benseke Fouti pour que toutes les femmes qui sont à la prison de Makala et enfants puissent y résider maintenant. Ce sont des efforts que le gouvernement fait. Mais cela, on ne l'a jamais vu. On ne l'a jamais vu. On a trouvé, moi personnellement, quand je suis arrivé à la tête du ministère, on était à plus de 9000 détenus. Aujourd'hui, on tend vers 7900, 800. Et on a transféré certains détenus qui étaient déjà condamnés à Louzoum. Mais Louzoum, là, existe depuis très longtemps. C'est plus de 200 personnes qu'on a déjà transférées. Pour vous dire que c'est un souci, mais ça n'empêche pas d'être regardant. Nous échangeons toujours dans les cadres de concertation avec le Conseil supérieur de la magistrature pour attirer l'attention du pouvoir judiciaire, puisque ce sont eux qui amènent, ce sont les magistrats qui amènent les gens dans les prisons, pour qu'on puisse être regardant par rapport aux infractions et aux personnes qui sont dans ces prisons-là. Cela va alléger les choses. En dehors de ça, il y a l'ordonnance du président de la République qui est sortie sur les mesures de grâce. On va désengorger les prisons. On attend que les différentes prisons de la République puissent nous donner les listes.
il y a aussi la possibilité, moi en tant que ministre de la Justice, je vais prendre un arrêté de libération conditionnelle. C'est parmi les choses qui peuvent alléger la prison de Makala. Même si on allège, je vous assure, la prison de Makala, puisque c'est la prison type qu'on a ici, a une capacité d'à peu près 1500 personnes. Quand on est déjà dans le 8000, ce n'est pas vivable, on est conscient de ça. Mais donnez-nous le temps d'améliorer toutes ces conditions-là. Si on n'est pas conscient, vous allez nous condamner. Mais le gouvernement est conscient des conditions qui ne sont pas bonnes des détenus. On a commencé petit à petit. On a commencé par les soins médicaux. Si vous entrez dans les statistiques, vous avez appris qu'il y a plus de 150 morts depuis le début de l'année. J'ai entendu ça sur la radio périphérique. Mais si vous regardez depuis qu'on est là, depuis le mois d'avril, qu'on est là, on a commencé le travail au mois de mai. Au mois de mai, on n'a eu que 30 décès au niveau de la prison. Au mois de juin, on en a eu 15. Aujourd'hui, on est à 14. Pour vous dire que petit à petit, plus les conditions sont bonnes, plus les conditions des détenus seront améliorées. Voilà. On est conscient de ça, monsieur. Voilà, et donc vous pouvez tout nous reprocher, vous ne pouvez pas nous reprocher de manquer de volonté et de vision dans nos secteurs respectifs. C'est ça la marque déposée de notre gouvernement. On va prendre les dernières questions un peu rapidement parce que nous devons libérer l'antenne. On va commencer par Steve. Paul en reviendra, on prendra Rachel Élysée. J'ai entendu la Mineta parler de vous ici, donc on vous donnera la parole un moment. Mais Jules, on terminera par vous, mais sur l'état de siège de manière précise. Steve, nous voulons des questions claires et précises, comme ça nous permet d'avancer. S'il vous plaît, merci. Je demande votre indulgence, il y a des questions d'intérêt national, s'il vous plaît. Et Madame la Ministre, je ne me retrouve pas comme mon prédécesseur Tito. Vous avez dit que vous avez amélioré les conditions dans les prisons. Le début de ce mois, vous avez reçu même un mémorandum. Les personnels de prison ne sont pas payés, ils n'ont pas de primes. Comment est-ce qu'ils vont sécuriser? Comment est-ce qu'ils vont faire le travail? En tout cas, je suis perdu. Monsieur le ministre, il y a des déchets en provenance d'une entreprise minière basée en Angola et qui ont entraîné des pollutions des rivières Chikapa et Kasaï depuis 3 semaines. Que doit faire le gouvernement congolais pour obtenir réparation? Merci. Merci. Est-ce que c'est la ministre de la Justice qui paye le personnel? À mon niveau, j'ai écrit au ministère du Budget. J'ai trouvé les gens qui travaillent depuis plus de 10 ans. Et la situation n'a pas changé. J'ai écrit au ministère du Budget pour que ces personnes-là soient mécanisées. Et aujourd'hui, dans le budget actuel qu'on a défendu de mon ministère, j'ai pris en compte cela. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement que nous sommes, si ce n'est qu'être regardant sur les différents défis que nous avons rencontrés? Nous avons engagé un processus. Et vous reprochez au gouvernement de trouver des solutions maintenant et ici. On a fait, vous allez demander au niveau de mon ministère, et vous n'oubliez pas que très souvent, les politiques recrutent quand ils passent sans pour autant achever le processus. Beaucoup de gens qui sont là n'ont pas de numéro matricule, mais ils se disent qu'ils sont du ministère. Je parle de mon ministère. Qui sont de mon ministère, ils n'ont pas de numéro matricule. Ce sont des nouvelles unités. Quand vous regardez les profils, ils ne viennent même pas. Ce sont les personnes qui sont le plus souvent des agitateurs de grève. Je ne sais pas si à votre niveau c'est ça le cas. C'est ça la majorité. Mais ceux qui sont mécanisés, qui ont des numéros matricules, ils comprennent. Ça c'est un. De deux, on doit chercher à ce que ceux qui travaillent au service de mon ministère, comme vous l'avez dit, au niveau de la prison, soient pris en compte. J'ai reçu les mémos des syndicalistes quand je suis entré. Quand j'ai accédé au ministère, on est en train petit à petit de résoudre ce problème. Mais quand vous dites que vous ne me reconnaissez pas, j'étais dans la société civile, je n'engageais pas les fonctionnaires, je ne donnais pas de salaire ni aux nouvelles unités, mais l'essentiel pour moi est que les conditions des différentes personnes qui travaillent puissent être améliorées. Ça ne peut s'améliorer que par la mécanisation
et la prise en compte par les gouvernements, c'est-à-dire le ministère du Budget, le ministère des Finances, pour qu'ils puissent avoir leur rémunération, même si c'est petit, mais qu'ils aient une rémunération. Ce n'est qu'équité. C'est très bien. Steve, on va vous répondre. Je crois qu'il ne faut pas nous reprocher de faire notre part. L'héritage est très lourd et c'est dans tous les secteurs, y compris le mien. Vous avez vu qu'on a une grève à la RTNC. Ça veut dire que nous connaissons des défis de l'ordre du contrôle, de la maîtrise des effectifs. Moi, quand je pose la question depuis que je suis arrivé, combien de personnes nous payons à la RTNC, on n'est pas toujours en mesure de me donner les chiffres. Et donc, ça veut dire que ça, ce sont des choses. C'est la réalité que nous avons trouvée. Ne nous reprochez pas, en partant de ces diagnostics, en voulant vous amener les résultats. Nous ne sommes qu'à 3 mois, 4 mois. Peut-être que, dans l'opinion, Madame la Ministre, on pense que nous sommes là, ça fait une année, c'est pas plus mal. Certainement que nous avons des visages qui rassurent. Mais pour ce qui nous concerne, nous allons faire notre part. Pour ce qui concerne votre question sur les rivières Chikapa, d'abord, je tiens à préciser que la situation est suivie de manière étroite dès le départ par le Premier ministre, qui de manière régulière échange avec les autorités provinciales. Il y a eu des missions d'experts qui sont partis sur place. Aujourd'hui, il y a un convoi humanitaire qui est parti. Dans 2-3 conseils de ministres, nous avons parlé de ce que 13 sur 18 zones de santé ont été affectées. Et les médicaments ont été envoyés. La vice-première ministre, la ministre de l'Environnement, est revenue hier. Elle faisait un rapport au Premier ministre aujourd'hui à ces sujets. Et je vous ai dit en début d'émission qu'elle pourra être ici demain ou après-demain pour faire un focus sur la situation des Chikapa et vous informer sur ce qui a été fait. La situation part d'une usine en Angola qui pollue. Aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères a parlé avec son collègue des Relations extérieures de l'Angola. On discute sur les termes des références d'une mission conjointe. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu des catastrophes de ce côté. L'écosystème a été affecté. Il y a des femmes qui ont eu des éruptions. Il y a une forme d'épidémie des diarrhées. Il y a eu des morts, 17. Il y a eu des choses que la vice-première ministre pourra venir nous dire ici dans les détails. C'est une situation préoccupante qui est arrivée et c'est une situation pour laquelle le gouvernement, dès les premières heures, s'y attelle et dans 2-3 jours, nous viendrons vous faire la restitution de manière transparente parce que nous n'avons rien à cacher. De manière transparente pour que vous puissiez vous faire votre opinion. Il y a des problèmes structurels qui existent dans les pays depuis des longues années. Nous essayons de parer au plus pressé, de voir comment on projette les pays vers des politiques plus structurées. Rachel Kitsita, et on va prendre les 2 dernières questions. Ce sera Élisée Odia, Paul Matendo, et on finira avec une question à Lingala. Allez-y rapidement, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. Madame la ministre, je reste dans les 2 provinces, puisque vous voulez qu'on reste dans le sujet, état de siège. La population, les populations du Nord Kivu et de l'Ituri dénoncent également des abus commis par des magistrats. Ça veut dire que c'est pour les plus offrants, des monnayages dans certains dossiers. Et ça ne remet pas ou ça ne met pas en confiance la population et ça détériore au jour le jour l'image de la justice congolaise. Est-ce qu'on peut s'attendre à des sanctions? Et quand on dit sanctions, vraiment des sanctions pour donner l'exemple et pour que sur l'ensemble du territoire national, les magistrats prennent conscience du poids qui pèse sur leurs épaules pour améliorer l'image de la justice congolaise. Deuxième question. Il n'y a pas que la question de construction des prisons. Les prisons ont aussi besoin des matériels, notamment des matériels roulants par exemple, des véhicules pour aller acheminer des prisonniers, pour les transfèrements des prisonniers et pour tout ce travail. Est-ce que vous y avez pensé? À quand est-ce qu'on peut s'attendre pour un début? Parce que les constructions peuvent prendre une année,
pour terminer à rajouter des bâtiments, mais pour des matériels, par exemple des véhicules. Est-ce que vous y avez pensé? Alors une autre question, c'est la question de la... Non, je termine. S'il vous plaît, Monsieur le Ministre, la question de la digitalisation de la justice. Comme on le voit sous d'autres cieux, des pays assez avancés, quand on arrête quelqu'un, on sait dire en telle année il a été arrêté, autant de fois condamné pour viol, pour meurtre, pour harcèlement, etc. Est-ce que ça, on peut s'attendre à ça de la part de vous? Est-ce que vous y avez pensé? Mais pour le ministre de la Communication et des Médias, je termine. Vous avez évoqué la question de la RTNC. Plusieurs personnes m'ont demandé de vous dire tout ce qu'on attend, c'est la restructuration de la RTNC pour qu'il y ait finalement des grandes lignes qui seront posées, et pour le redressement, donc il faudrait un changement de fond en comble, puisque je suis aussi population congolaise et tout le monde n'attend que ça. Ad interim, on sait en RDC, ça peut prendre 5 ans, mais ça n'aide pas à avancer dans le redressement. Vous avez des ambitions pour la RTNC apparemment? Madame la ministre, vous avez la... Oui, effectivement, nous avons appris par différentes sources qu'il y a eu des abus pendant l'état de siège. Mais je peux vous assurer, les quelques magistrats qui ont été pris main dans le sac sont aujourd'hui devant la justice militaire. Pour vous dire que toute violation n'est pas bonne, qu'on soit magistrat ou pas. Il y a quelques magistrats qu'on a trouvés au niveau de l'Ituri qui sont arrêtés à cause des abus de pouvoir ou à cause de monnayage des dossiers judiciaires. Les sanctions, les dossiers en cours, en instruction, on saura au moment opportun s'ils sont condamnés ou acquittés. Mais je vous assure, à Ituri, nous les avons vus. Par rapport au matériel volant, c'est vrai, on peut avoir le matériel volant. Je vous informe, quand je suis arrivé à la tête du ministère, j'ai trouvé les véhicules qui étaient en charge de transporter les prévenus étaient en panne. Aujourd'hui, allez à Makala, vous allez trouver ce camion roulé. Ce n'était même pas de la magie. C'était une négligence carrément. Il fallait changer je ne sais quelle pièce là. Et ça a été immobilisé pendant plusieurs jours. Ou si pas, plusieurs mois. On a réparé et le petit et le grand camion. Et aujourd'hui, ils peuvent circuler. Vous dites que, moi je ne sais pas ce qu'on veut, nous les Congolais. Vous voyez qu'il faut avoir des véhicules. Mais on doit faire les tours en même temps. Réhabiliter les prisons, construire les prisons, acheter le matériel. On est conscient de ça. Mais il faut qu'il y ait quand même des priorités. Je me suis dit, je suis arrivé à la tête de ces ministères, il y avait la malnutrition. Allez poser la question au niveau de Makala. Le taux de la malnutrition a baissé sensiblement. Pour vous dire que c'est vrai, on peut avoir des camions qui roulent, on peut avoir le bâtiment, mais si la personne humaine à qui est destiné tous ces outils-là n'est pas en bonne santé, ça sera très difficile. Je suis d'accord avec vous. Il faut avoir la logistique, il faut avoir... Mais on doit faire des priorités puisque le pays se retrouve devant des défis énormes. On doit faire le choix. C'est l'idéal, ce que vous dites. C'est ce que nous pensons aussi. Mais laissez-nous le temps de travailler et de voir ce qu'on peut changer au niveau de nos prisons. La digitalisation, vous ouvrez une porte qui est déjà ouverte. On tend vers là. Il y a le ministère de numérique qui est aussi là. On tend vers cela avec nos différents partenaires et les gouvernements. Et qu'on doit arriver à un certain moment, je suis persuadé, où on doit taper sur l'ordinateur pour qu'on sache qui a fait quoi exactement. On doit révolutionner aussi le casier judiciaire, puisque ça ne suit pas avec la numérisation, ça va nous permettre de savoir qui a un casier judiciaire vierge ou pas. Cela est très important. Je vous assure, il faut qu'on modernise les secteurs pour que cela puisse aider le gouvernement et la population à ce qu'on sache qui est qui exactement. Je suis consciente de ça et je suis persuadé que si ces deux programmes sont opérationnels déjà, je crois à partir de l'année prochaine avec
certains partenaires, ça sera opérationnel. Et au niveau du gouvernement, on est en train d'y travailler. On a demandé aux différents ministères de s'approcher du ministère des numériques pour que cela soit fait. Je crois qu'on y parviendra. Voilà, la numérisation, on va y arriver. Alors rapidement sur la question de la RTNC. Vous avez vu que dans le programme du gouvernement, il est écrit clairement que nous allons moderniser les médias publics. La RTNC, l'ACP et le Renatelsat. Tous les services qui sont sous ma tutelle seront modernisés parce que la République démocratique du Congo rentre dans une phase où on veut changer les narratifs. Nous avons perdu l'initiative sur la communication de notre pays. Ce sont les ONG. Ce sont les ONG et certains laboratoires qui parlent plus que nous. Leur voix est entendue plus que la nôtre parce que nous étions dans un contexte qui était celui-là. Aujourd'hui, le point de départ du changement du narratif, c'est nos médias publics. C'est la RTNC et l'ACP. Pourquoi pensez-vous alors que nous avions demandé à l'Inspection générale de finances de venir enquêter à la RTNC? Parce que nous devons être en mesure de savoir comment les finances fonctionnaient, comment la structure était organisée, qui sont payés. Les collègues du gouvernement, la plupart, pour certaines activités, y payent, mais est-ce que c'est rentre dans la caisse? Est-ce qu'il y a de la transparence? C'est la question à laquelle l'IGF va répondre et que par la suite, nous avons un plan de modernisation qui a déjà été approuvé par, que ce soit le président ou le premier ministre. Il y a une volonté de faire de la RTNC un média puissant au cœur de l'Afrique. Mais pour y arriver, il y a des efforts qui doivent être faits, notamment en ce qui concerne le personnel. Il faut qu'il y ait aujourd'hui un programme de rajeunissement, mais il faut qu'il y ait un programme de formation, parce que le média au XXIe siècle ne peut pas fonctionner comme il fonctionnait il y a 10, 15 ans, 20 ans. Et donc il y a des efforts de modernisation qui sont en cours, et la situation de la grève nous permet de nous rendre davantage compte des défis que nous avons comme gouvernement ici au sein de la RTNC, et nous y arriverons. Alors pour les 3 dernières questions, je vais inviter les journalistes à les poser. Nous répondrons à la série pour que nous puissions faire une économie de temps. On commence par Paul Matendo, Madame Rehema, et on finira par Jules Boulembi. Bon, Blaise Bokokia aussi. Ah, Élisée, bon alors, on prend 5 questions, mais une question par personne, s'il vous plaît, et nous gagnons le temps. Merci, Monsieur le Ministre. Dans une des conférences sur l'état des sièges ici, le général Kassonga avait annoncé que parmi les personnes capturées, il y avait des expatriés. Je voudrais savoir où sont ces expatriés aujourd'hui, dans les juridictions congolaises où ils ont été transférés dans leurs pays respectifs. Monsieur le ministre, vous venez de parler de... Vous avez encore évoqué les cas des experts militaires. Je voudrais savoir, concrètement sur le terrain, ils font quoi? Nous avons entendu parler de renforcement des capacités, formation des militaires congolais, mais est-ce qu'ils sont au front parce que ce sont des spécialistes sur les questions de terrorisme? Voilà, merci. Madame Rehema. Blaise Bokokia, vous avez une question aussi. Sinon, vous nous chassez d'ici. Merci beaucoup, Madame la ministre et Monsieur le ministre. Alors, une bonne justice distributive implique aussi la bonne information. On a toujours dit que mon peuple périt par manque de connaissances, par manque du savoir. Alors, il y a des prisonniers que nous avons eu à visiter dans le cadre de notre ONG qui ne savent même pas pourquoi ils sont là. Et à chaque fois qu'on examine leur dossier, ils ne savent même pas, ils ne connaissent même pas la procédure. Est-ce que vous ne pouvez pas faire, je ne sais pas, comme l'a fait... le ministre Mutombo Bakafuansende, paix à son âme, il avait commencé à une certaine période à sensibiliser les gens sur les infractions, sur la justice, sur les différentes lois, pour que les gens sachent au moins comment évoluer et comment marcher dans une société. Il y a aussi le fait que... C'est une question. Oui, c'est juste une question. Et aussi, c'est juste une proposition. C'est juste une proposition. Quand on a parlé ici de désengorgement des prisons, moi je pense que si on commençait à traiter aussi de manière rapide les différents dossiers, surtout pour des cas bénins, ça va faire en sorte qu'il y ait moins de gens parce qu'ils vont passer moins de temps en prison et ils seront libérés et puis ils vont laisser la place aux autres. Je pense que... Élisée Odia.
Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Madame la Ministre. Vous revenez de l'Est, des deux parties touchées où l'état des sièges a été décrété. Quel bilan faites-vous des juridictions, de fonctionnement des juridictions militaires en comparaison des juridictions civiles? Et rapidement au ministre de la Communication, 4000 mobilisés ou démobilisés. Comment sont-ils pris en charge? Qu'est-ce qui y est fait? Qu'est-ce qui compte être? Qu'est-ce qu'on pense faire d'eux? Parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste aux démobilisés, ça à court, moyen et long terme. Voilà. Merci. Blaise Bokokia, vous avez pris la question du confrère à côté parce que... Ok, allez-y. Une question à madame. On a vu le président de la République au Nord Kivu et en Ituri. Après son passage, l'inspecteur général des forces armées de la République est passé par là et puis on a procédé à l'arrestation des officiers militaires. Deuxième mission, le chef du gouvernement qui conduit une forte délégation gouvernementale, vous venez à peine de rentrer à Kinshasa. Qu'en est-il de l'arrestation des députés provinciaux, députés nationaux, ministres provinciaux, même si aujourd'hui ils sont plus opérationnels, les membres de la société civile qui seraient impliqués à entretenir les groupes armés dans ces parties du territoire national? Jules, pour la dernière question en lingala spécialement. Jules, on posait la question beaucoup. Le appelle chapeau bas mon appel l'inginayo. Eza idéologie. Na banana na ministre Patrick Mouyaye. Ça n'a pas de nom. Si ma maman aura moko. Na outil entraînement Léopard na 20 mai. Le Léopard joue un match capital jeudi contre la Tanzanie. Éliminatoire, première journée éliminatoire à la Coupe du Monde Qatar 2022. Question, Misato, Patrick Mouyaye. Est-ce que le gouvernement s'est foutu mbongo ya retransmission? Est-ce que c'est possible de foutre mbongo ya retransmission? Deuxième question. Est-ce que mbongo ça combien au bout de la retransmission pour peupler yeba? Troisième question pour Nassi Sanayo. RTNC a combien d'argent à travers la République? Parce que d'après une source, il y a trop de fictifs. Combien d'argent? Maman, Morokaka. Alingeta bimisi ba rapport. Et qu'il y a la justice. Yebisa, Nzamazo Yokayo, peuple état là. Trésor public est récupéré mbongo boni. Na bateau yo déjà lingeta otinda na justice kuna. Pour récupérer mbongo boni. Maman le belab sauf vérité. Merci. Merci. Alors, Madame la ministre d'État, c'est la dernière série, comprenez que... Et je peux la poser la question de savoir le sort des étrangers qui ont été capturés ou qui sont détenus. Ils sont là, la justice militaire s'en occupe. Ils sont soit à Bunia, soit à Beni, soit à Goma. Ils sont là. Et que les procédures sont en cours. Et ils sont de plusieurs nationalités. Je peux vous confirmer ça. Par rapport à Madame Rema, ça c'est ma question, j'y réponds. Ça c'est sa question. Elle a dit qu'il y a des détenus qui sont en prison sans connaître les raisons. Sans connaître les raisons. Ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je suis magistrat 31 ans de carrière. Ils vont vous dire que mais quand vous fouillez son dossier, il est passé aux aveux. Je suis d'accord avec vous que pour des infractions mineures, les gens ne doivent pas traîner. Mais soyez-en sûrs, pour entrer à Makala là-bas, personne ne peut y entrer sans qu'il y ait l'instruction. Ça, c'est un fait. De deux, on essaye de régulariser les détentions selon les cas, si on n'est pas encore condamné. Mais la majorité de ceux qui sont en prison vous diront toujours Nassani Nangé Lokote. Ata Beni Moutou. Aoye Bisoka qui a Sani Lokote. Puisqu'il sait que vous ne pouvez pas entrer dans son dossier physique pour connaître réellement ce que la personne a eu à commettre comme abus.
oui, traitement rapide, je suis d'accord avec vous. Et que pour des faits bénins, on peut traiter pour peut-être corriger la personne, c'est vrai, mais c'est ça le rôle de l'inspection. J'ai un service, inspection des services pénitentiaires, qui fait de temps à autre des contrôles avec les magistrats pour voir quels sont les cas. Ce sont des cas qui entrent soit dans la libération conditionnelle, soit dans la grâce présidentielle pour certains cas. Élisa a dit qu'elle a appris que je donne le bilan de la justice militaire et civile. Je vous assure, dans les zones opérationnelles, là où on a été, la justice militaire a pris l'élan, a pris réellement l'élan par rapport à la justice civile qui était stoppée à un certain moment. C'est maintenant que les cours et tribunaux de droit commun ont repris leurs activités suite à la circulaire que j'avais envoyée aux différentes juridictions et offices. Et qu'il y a des résultats probants. Ils nous ont donné des statistiques. Sur 380 dossiers, vous avez déjà une centaine de dossiers prononcés. C'est déjà quelque chose de bon. Puisque parfois, pour avoir la dernière décision, ça prend du temps. En tout cas, ils sont expéditifs par rapport à la justice militaire. Attestation, arrestation des officiers, oui. Le deuxième volet, Blaise, je n'ai pas retenu. Il y a eu attestation. Je voulais seulement savoir si après votre passage en Ituri et au Nord Kivu, est-ce qu'on va procéder à l'arrestation des députés provinciaux, des membres du gouvernement provincial, les membres de la société civile et autres personnalités qui sont impliquées, qui seraient, je dis bien qui seraient impliquées à ravitailler les groupes armés qui sèment désolation dans cette partie du territoire national. En tout cas, le but de notre mission, c'est de voir comment la justice était rendue dans ces provinces-là. Si les différentes catégories de personnes que vous avez énumérées sont impliquées, c'est tout à fait normal qu'on les poursuive. Mais la mission du gouvernement, ce n'était pas d'aller là-bas et d'arrêter les différentes catégories de personnes que vous nous avez dit. S'ils sont impliqués, ils seront entendus, peut-être arrêtés, si cela s'avérait exact. À la question de Kozulu, Olobini. Alingeti. Notre lobaki on a lingala na kangaki yango te. Alingeti abimisi ba rapport ebele. To na cité peuple zone dimate. Ba bien fa bandima fo ba mona mutalingeti abimisi rapport mbongo wana ezonga na trésor. Et c'est zongi combien? Papa, l'herbe Alingeti a commis rapport na ye. A copié kanga toujours. Et ngai na niveau nanga na pesaka droit d'injonction, pouvoir d'injonction na ba parquet généraux. Soki bazongi simbongo, bakamata mbongo, balakisa ngo boye ou bien ekota trésor. Je vous assure, mbongo ezokota trésor. Peut-être qu'on ne fait pas du bruit. Mbongo ezokota. Il y a des condamnations où on demande la confiscation ou la restitution. Ezokota. Boyokata na matoi te que moto ya robanko bakangaka zongisaka mbongo. Est-ce qu'il faut aussi la publicité en bon ils ont côté na trésor. Les lots ceux qui trésor et aliwana, beaucoup de la banque. C'est aussi un contrôle citoyen. Absolument. Beaucoup na banque centrale, bo poser problème na bino, bo lobi ke tolingi to ya to yeba banda makambo e bandi mbongo combien écoute. C'est vrai mon sous nano écotité. Mon sous ba dossier est en cours. Du moment que bazo sambisa nanu batu bakoko kanga biloko na bango libela te pona ko récupérer mbongo wana il faut tozala na jugement définitif où ils ont permettre que bon saisir ba compte bon saisir bandako. C'est ça aussi le respect, il y a administration, il y a justice. Mais bino bolingi soy ba récupérer 1 million ndeko zulu a tozui 1 million et kozala ni ya yote. La transparence pour le contrôle citoyen, madame, ezali boke na institution oyo.
oya simbi mbongo botuni, est-ce que ozui mbongo? C'est pas à la justice qu'on va verser l'argent non plus. Voilà, je crois que pour les questions qui m'étaient orientées, les experts américains sont venus dans ce qu'on dit en anglais Processment Mission. C'est une mission d'évaluation. Ils sont venus non pas pour faire la guerre à notre place. Ils sont venus discuter avec notre commandement militaire sur la stratégie pour mieux combattre la menace terroriste à laquelle nous faisons face. Ils vont faire rapport au Pentagone et il y a d'autres procédures qui suivront, qui permettront, le moment venu, de voir s'ils doivent envoyer une assistance, un appui militaire en termes d'équipement, en termes d'information, en termes de renseignement. Et donc, hier, j'avais eu une discussion justement avec une délégation du Congrès américain à ce sujet, sur la nécessité pour nous d'arriver à mobiliser la communauté internationale autour du terrorisme et qui endeuille notre peuple. Vous savez que le Congo dispose des deux réponses à deux problèmes mondiaux. Le changement climatique, tout le monde compte sur le bassin de la RDC. La transition écologique avec le cobalt que nous produisons ici. Mais on ne peut pas compter sur la RDC pour protéger les climats, pour participer à la transition écologique et nous laisser dans l'insécurité. Parce que la situation ici, si nous devons remonter les origines à 1994, ce n'est pas une situation qui part de nous. Et donc aujourd'hui, la communauté internationale a une responsabilité ici chez nous. Maintenant que nous faisons face à du terrorisme, il y a des coalitions mondiales autour de cette question. Il est important, et nous avons apprécié l'exemple américain, nous espérons que d'autres pays emboîteront le pas pour voir dans quelle mesure ils donneront un appui stratégique, mais ce sont nos militaires qui feront la guerre. Ce sont eux qui iront libérer les compatriotes qui sont bloqués dans des zones. Vous savez que nous, on est partis à Oicha. Les gens n'ont pas fait attention. C'était la première fois qu'un dirigeant de ce niveau-là s'y rendait depuis plus de 20 ans. C'était une zone rouge où on ne pouvait pas mettre les pieds. Et même nous, d'ailleurs, avant d'y aller, je parle sous le contrôle de la ministre d'État. Nous avions une réunion avec le Premier ministre à Bunia. Il y a des collègues qui nous ont fait peur, pratiquement. Ah, il ne faut pas y aller. Mais le premier était très déterminé. Il nous a dit, nous devons y aller pour prouver notre solidarité. En arrivant sur place, nous sommes allés voir la communauté pygmée qui était là. Nous avons apporté des vivres et des non-vivres. Nous avons été voir des militaires, je l'ai dit tout à l'heure, blessés, pour nous assurer que la prise en charge est bonne. Et de ces points de vue, on a donné des médicaments et tout ce qu'il faut. La situation, elle est suivie de manière étroite et régulière au niveau du gouvernement. Parce que c'est sur notre armée que nous devons compter. Sur la question de Mme Odia, sur le démobilisé. Les démobilisés, ils sont à Mubambiro, à Rumangabo et à Kalunguta. Ils sont pris en charge dans les conditions qui sont celles-là et qui seront progressivement améliorées. Parce que nous attendions tous la mise en place du programme DDRCS. Le programme a été mis en place et hier nous avions eu une séance de travail longue avec le coordonnateur pour comprendre la stratégie. Parce que l'objectif de ces programmes qui fusionnent le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion et les programmes de stabilisation et de reconstruction vise à ramener ces jeunes égarés à la vie civile. Ça veut dire qu'il n'y aura plus des jeunes qui sortent de groupes armés pour aller dans l'armée, non. On va les prendre, les réintégrer dans la vie civile à travers de projets communautaires. Vous avez suivi que le président de la République veut faire un focus sur la gestion de nos territoires. Nous y reviendrons dans le détail, des plans que nous avons conçus pour chaque territoire. Et ce sont ces jeunes gens-là qui vont concourir au travail de développement qui se fera à la base. Ndeko Zulu, question nayo pour Nakobanda, Namarambo et Talibale. D'ailleurs, Premier ministre Kendai Otala va jouer Lelo. Il fallait Otiki Kuna, voilà. Ça veut tout dire. Soromoni, Mokonzambo Kayemo Ratelemiake Otala, ça veut dire que Mbokeza Nasima. C'était la même chose pour Naba Léopard Basket. Malheureusement, expérience c'est l'équipe bien à Kigali, mais c'est aussi cela la compétition. Ceci ne nous empêche pas de soutenir Bango. Mineta Zapemi Ninanga, Bissolaire, Tozo Sala Transit, Touti Beni, Poto à Kinshasa, to retarda qui avion pour total la match da Kigali à basketteur Nabiso. Ça veut dire que les loba Léopard Nabiso, eux à la balle à basket, Bissonio Sotozana Sima. Alors, sur la question, il y a facture. Parce que tout n'y a pas chiffre mingi.
déjà 24 heures. Pozo tuna motuna yebi makambo bandoleka yebi teke IGF akota makambo oyebi angot oyebi kezana mutu moko ana otanga komo na ete qui travaille ici na bato ya RTNC au moyen zonga tu Congo zate na makambo oyebi ke na makambo ngai ministre ba makambo ngo zana nu flou yo kanti IGF ngana sengi IGF aya na RTNC ponani parce que moi je ne veux pas, nous on fonctionne dans la transparence, c'est ça le principe au Premier ministre à Pessibiso. Ba facture yaki pour na ba match mi balé, je crois c'est 98 000 €. Il faut regarder, on a saisi les ministres des budgets finances, mais il faut comprendre le prestataire au azo ya nezanani. Est-ce que ça URA? Est-ce que ça FECOFA? Est-ce que ça mutumoro de kozulu azarana cop na enasima aye po bendalar? Ozomona. Moi aujourd'hui, je dois être sûr que mon à l'état les réseaux bima et zo qui n'était que na kocha batu pour le budget faire otala ate mo ya elekela ke panayo. C'est pas ça la philosophie. Nous, la philosophie, c'est la transparence. Alors, question nayo sur la RTNC, on est sous question piège. Parce que na pi na pesaye motuna e yano awa. Na RTNC déjà ali awa. Ata ba syndicaliste. Pour na soli na bango tout. Na tuni bango. RTNC ça na combien de journalistes, combien de prestataires awa. Chiffre et banité. Ça, c'est les défis qu'on a trouvés. C'est les défis qu'on a trouvés. Na sola imingi na maman syndicaliste. Na mona qui est car na TV. Maman Agnès Kamana Tangaye, à l'objet Azalia depuis 39 ans, presque 40 ans. Il y a le BRTNC Banda Obeba depuis 97. À l'objet, aux Ara formé Boé, au Komana on a ceux qui na salon, alors qu'aux Aki formé tel. Moutoutel, il faut à la preneur de son, à Komane Sokinani, à l'objet, la RTNC c'est à l'image des défis de la RDC. Et c'est vrai. Parce qu'il faut arriver à contrôler les effectifs. Il faut mettre en place un programme de retraite pour la bao baza éligible et s'assurer la cotisation na bango. Il faut parallèlement être sûr que les médias commis arriver aux nouvelles technologies, les lots baza en HD comme les autres médias ou ultra HD. Biso tozana ambition en a tout. Mais avant qu'ambition en ait cham en place, il faut IGF à PC rapport. Totali ba rapport à Freddy Nengezali. Mokonzambo kapaza déjà na vision nae. Torocha Bakambiasika, l'air Torocha Bakambiasika, on va regarder par rapport à la vision. Parce que RTNC sur les bongi, Tobande bongi sa Congo à 20-30%. Pour Yangonde là qui sera bisso, c'est que nous devons devenir. Donc je crois que sur cette question-là, n'a pas syndicaliste, n'a DG, Bayebi qui est côté n'a bisso complaisance et zaté. Nous voulons aller vers le changement et si nous changeons la RTNC, nous changerons le pays. Excellence, excusez-moi, la question a pris plus de temps. Est-ce que vous avez un dernier mot pour terminer cet exercice? Je voudrais rassurer les uns et les autres que le gouvernement de la République est très attentif à toutes les préoccupations de la population. Et par rapport au secteur que je dirige, je suis convaincu avec le travail que nous faisons, il y aura un changement réel dans une année, dans 2 ans. On aura fait ce qu'on peut faire pendant la période de notre mandat et qu'on pourra changer le vécu de la situation carcérale des Congolais. Voilà, je vous remercie, Madame la ministre d'État, de vous être prêtée à cet exercice de redevabilité et de transparence. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui, peut-être parce que les journalistes n'ont pas toujours l'occasion de vous avoir. Nous organiserons des communications de manière régulière, comme ça il y aura... Ah, c'est la première femme. Coup de chapeau, voilà, merci. De manière régulière, nous allons communiquer pour être sûr que nous avançons. L'amour de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons le prouver que par nos actes. À partir du président de la République, du Premier ministre et tous les membres du gouvernement, nous sommes engagés pour y arriver. Et nous travaillons de manière étroite avec toutes les institutions. Vous avez vu qu'il y a des ministres qui défilent au Sénat devant la commission ECOFIN parce que nous voulons prendre les intelligences de tout le monde et être sûr que ce que nous produirons notamment dans le budget 2022, que ça reflète notre ambition. Je vous remercie et à un prochain exercice. Merci.